Nous allons conclure cette soirée des ponts avec un échange, un dialogue entre Thierry Déaut et Antoine Compagnon, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Ingénieur des ponts, écrivain, on peut l'applaudir. Critique littéraire, spécialiste de Proust, enseignant. Il vient d'être élu à l'Académie française le 17 février dernier. Je m'efface, messieurs, la parole est à vous. Bon, on va essayer d'avoir plutôt qu'un long dialogue ou un long discours. Ce qu'il faudrait, c'est prévoir un micro pour des questions de la salle au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir à vos questions. Alors, le thème, c'est pas l'altérité comme l'a suggéré Thierry Duclos. Mais on va essayer de faire très large quand même avec notre camarade Antoine Compagnon. D'abord, avant de se lancer un peu dans les questions, et puis il y a beaucoup de thématiques qui ont été abordées aujourd'hui qui l'intéressent. On a un peu préparé cette interview. Il nous a reçus au Collège de France, institution vénérable et vénérée. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'il prenne quelques minutes pour nous raconter, lui, comment il est passé des ponts à l'Académie française en passant par le Collège de France en spécialiste. On a dit que la formation d'ingénieur était très bonne pour l'entreprise. Je crois qu'elle était très bonne aussi pour la recherche en littérature. La preuve, c'est que j'ai été professeur au Collège de France et puis élu à l'Académie française. Donc c'était pas une trop mauvaise formation pour faire ça. J'étais un élève de l'école polytechnique et de l'école des Ponts et Chaussées très heureux. Quand je suis entré à l'école polytechnique, c'était en 1970. C'était juste après une réforme de la scolarité qui avait été faite par Laurent Schwartz et par Louis Le Prince-Ringuet. Et c'était un endroit qui était véritablement, pendant les 3 années que j'ai passées dans cette école, c'était un plaisir constant. Je suis allé récemment parler aux élèves de l'école polytechnique. Je leur ai dit, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé à l'école polytechnique. Pourtant, j'ai dû le faire, puisque à la sortie, je suis allé dans les Ponts et Chaussées, encore des Ponts et Chaussées. Donc j'avais tout de même travaillé, mais c'était un tel plaisir de découvrir toutes les disciplines qui étaient totalement nouvelles par rapport aux classes préparatoires qu'on était vraiment dans un lieu de bonheur. Ensuite, au Ponts et Chaussées, j'ai surtout fait de l'informatique. C'était le moment où l'informatique se développait et c'est ça qui m'avait d'abord intéressé. Et puis c'est vrai que j'avais peut-être un peu déjà l'idée, je ne savais pas où j'irais du tout, mais lorsque j'étais à l'IX, j'avais fait de la linguistique. Et à l'époque, il y avait un certain nombre d'ambitions qui se sont avérées tout à fait erronées d'ailleurs, qui étaient sur la traduction automatique. Et on pensait notamment qu'à travers la linguistique, il fallait aller vers... c'était Chomsky, c'était la linguistique générative. On pensait qu'il fallait aller vers une langue universelle qui était un peu le soubassement de toutes les langues, et que pour traduire d'une langue à une autre, il fallait passer par une langue virtuelle. C'était ça la grammaire générative. Donc c'était à ça que je m'intéressais un peu par la bande quand j'étais dans ces écoles. Enfin, j'ai aussi fait un DEA de maths à l'époque, donc j'avais pas vraiment tranché pas encore décidé ce que j'allais faire. Et oui, je dis, finalement, la traduction automatique existe, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est passer du côté du big data et de toute autre chose que ce qu'on pouvait avoir à l'esprit à cette époque. Donc, quand j'étais à l'IX, j'ai fait une licence de lettres à l'université, mais c'était par pure distraction. C'était parce que
J'avais toujours été un grand lecteur. Le jour où je crois que je vous l'ai raconté, le jour quand j'ai été reçu à l'Académie française, en février, bon, j'étais très sensible à votre message. C'est très sympathique que votre passé revienne, et donc du coup j'ai accepté de venir ici. Mais un de ces jours-là, j'ai reçu un message d'un garçon que j'avais pas vu donc depuis plus de 50 ans, mais qui était en taupe avec moi, qui m'a dit, avec un autre ami, on était assez amis, on se demandait si tu n'aurais pas été plus heureux en Cagne. Et en fait, non, j'ai été très heureux. Je veux dire, j'ai aucune réserve par rapport à ce que j'ai fait comme scolarité. Donc j'ai fait une licence de lettres par plaisir. Ensuite, lorsque j'étais au Pont, j'ai fait une maîtrise de lettres, mais c'était vraiment en plus. Hein. Et ce qui a vraiment fait virer les choses, c'est que après les Ponts, où j'avais fait aussi de l'économie au Pont, pas mal, enfin, au groupe des études économiques qui était au ministère des Transports. Je vous l'avais dit, j'avais fait un modèle sur l'équilibre du transport de marchandises rail-route. Donc c'était de l'économie mathématique. Et donc là, j'ai eu une bourse pour faire une thèse. Et c'est un peu ce qui a compromis la suite. J'ai eu 3 ans de bourse de thèse. J'ai fait une thèse qui, au départ, était plutôt linguistique et est devenue finalement plus franchement littéraire. C'est mon premier livre qui est un livre sur la citation. Qu'est-ce que citer? Donc ça commençait d'un point de vue logique et linguistique. Et puis ensuite, ça parlait de Montaigne. Vous avez parlé de Montaigne. Montaigne est un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc il y avait toute une partie sur Montaigne. Et après ces 3 ans, la thèse que j'ai soutenue, eh bien, j'ai plutôt cherché à aller vers l'enseignement et la recherche. Et je suis entré à l'université, et puis très vite, je suis parti aux États-Unis. Et j'ai eu un poste de professeur à l'université Columbia, à New York, où j'enseigne toujours, parce que j'ai dû prendre ma retraite en France, mais aux États-Unis, il n'y a pas d'âge de la retraite, donc je passe toujours 4 mois par an à New York. Donc je n'ai pas été chassé, comme du Collège de France. Et donc je dois dire que j'ai été... Le passage par les États-Unis, vous êtes passé par MIT... Je pense qu'il est essentiel pour nous tous, et justement pour avoir une autre idée des institutions françaises, des ponts, de Polytechnique. Tout ça doit être remis dans un contexte beaucoup plus global. La fondation, vous avez évoqué ce que représente l'endowment de ces universités américaines, ce que représente la levée de fonds parmi les alumni pour ces écoles. Alors, moi, je dois dire que le passage par les États... J'avais été enfant en partie aux États-Unis, donc c'est un peu comme ça que j'y suis retourné. Et le passage par les États-Unis est tout de même déterminant parce que ça fait oublier justement tout ce qui est rigide dans la formation française. Enfin, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand je suis arrivé comme professeur à Columbia, c'était en 1985, ces universités ont beaucoup changé, mais à l'époque, personne n'avait jamais entendu parler de l'école polytechnique et des ponts et chaussées aux États-Unis. C'est trop petit, ça ne signifie rien, ces écoles. Tout ça, ça a changé parce que ces universités américaines sont beaucoup plus internationales aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. Bon, ça fait quand même près de 40 ans, ce dont je parle. Ces universités ont beaucoup changé. Il y a beaucoup plus d'échanges internationaux. À Columbia, il y a un programme, par exemple, Sciences Po Columbia, donc il y a toujours beaucoup d'allers-retours entre la France.
ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que par exemple, à la Business School et en économie à Columbia, c'est plein de Français, parce que l'économie mathématique française est devenue, comme on le sait, quelque chose de tout à fait capital. Donc, il y a beaucoup plus d'aller-retour. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est très bien, très sain de pouvoir tout à fait oublier ce qu'on doit à cette formation. Et donc, je pense que le détour par les États-Unis, pour moi, a été extrêmement formateur. Ensuite, bon, je suis revenu en France, j'étais professeur à la Sorbonne, parce qu'on m'a demandé d'être candidat à un poste de professeur à la Sorbonne. Pourquoi suis-je revenu à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on revient en France quand on est aux États-Unis depuis longtemps? Quand je suis revenu en France, mon salaire a été divisé par 3, parce que c'est pas du même ordre, un salaire de professeur en France et aux États-Unis. Mais quand je suis revenu en France, c'était à la Sorbonne pour diriger les meilleures thèses dans la discipline. Et je crois que c'est quand même ce qu'un chercheur voudrait faire, c'est avoir les meilleurs étudiants en thèse. Et l'endroit où il y a les meilleures thèses de littérature française, puisque j'étais devenu professeur de littérature française, c'était encore à ce qui était à l'époque Paris 4, l'université Paris 4, héritière de la vieille Sorbonne. Quand je suis arrivé à la Sorbonne, bon, je vous fais vite mon parcours, ma grande terrible frustration en arrivant à la Sorbonne, c'était de ne plus avoir affaire qu'à des littéraires. Parce qu'au fond, en France, les universités n'existaient pas. Elles avaient été divisées par discipline. Et j'ai tout de suite milité pour ce qui a eu lieu des années plus tard et qui a été ces jonctions d'universités, ce qu'on avait appelé les IDEX et puis d'autres choses. Et tout de suite, j'avais milité pour la jonction de Paris 4, qui était la grande université littéraire, et Paris 6, qui était la grande université scientifique. C'est une jonction qui s'est faite des années après, mais je puis dire que j'ai été vraiment l'un de ceux qui militaient pour ça dès que je suis revenu en France. Le Collège de France, ensuite, quand j'y suis allé, a fait partie d'une autre de ces unions, qui est PSL, pour laquelle j'ai milité aussi au départ pour avoir des universités qui soient véritablement pluridisciplinaires, ce qui n'avait jamais existé en France. Quant aux écoles d'ingénieurs, je vous l'ai dit, j'ai pensé toujours qu'elles étaient trop petites. Qu'elles étaient trop petites et qu'elles avaient raté par moments leur conversion. Quand je suis entré à l'école polytechnique en 1970, il y avait une promotion de 300. J'ai un arrière-grand-père qui avait fait Polytechnique avant moi, qui était fils de laboureur. Donc il y avait déjà, à l'époque, 100 ans avant, une promotion sociale qui existait. À l'époque, les promotions étaient 200. Mais à l'époque, le bac, il y avait quelques milliers de personnes. Et aujourd'hui, ils sont 500, alors que le bac S, si Polytechnique aurait pu devenir MIT à un moment donné et n'a pas fait cette conversion. Je dis la même chose du Collège de France. Nous sommes 50 professeurs au Collège de France. C'est le même chiffre depuis la fin du 19e siècle. Si le Collège de France avait cru au même rythme que l'université française et la recherche française, ne serait-ce que depuis 1944, depuis la libération, nous devrions être 1700. Nous sommes 50. Et ça donne une idée de ce malthusianisme qui, longtemps, a pu faire des dégâts dans les institutions françaises. Alors, je ne dis pas que nous devrions être 1700 au Collège de France. On n'aurait pas la même, justement, la même convivialité
la même interaction, le même... bon, on se diviserait justement en départements et en disciplines. Je ne dis pas qu'à Polytechnique, il devrait être 7000, comme il devrait être s'ils avaient cru un peu normalement. Je ne dis pas qu'aux ponts et chaussées, vous devriez être, je ne sais pas combien de milliers, mais il va de soi que ça fait très très longtemps que je suis très favorable à... il y avait ParisTech, et puis l'Institut d'IPP, dont il a été question tout à l'heure. Je vais rebondir là-dessus. Et je suis évidemment très très favorable à ce type de configuration qui permettent d'avoir un certain poids. Vous parliez de PIB tout à l'heure. Le PIB de MIT, la configuration, la constellation entrepreneuriale auprès de MIT, c'est le PIB de la 10e puissance mondiale. Hein? Alors, on voudrait bien que l'Institut PP, qui veut dire Paris Polytechnique, Polytechnique de Paris, Polytechnique de Paris, eh bien, représente le PIB justement dans une constellation entrepreneuriale autour de l'école, sur le plateau de Saclay ou avec Marne-la-Vallée. On voudrait Là, j'ai une question. Parce alors, que vous voyez, Sophie, elle a besoin de conseils pour son prochain mandat. Comment ? Sophie, elle a besoin de conseils pour son prochain mandat qui devrait débuter à l'été, si tout se passe bien. Et justement, elle parlait d'inclusion et de croissance en même temps, de la taille de l'école. Alors, quels conseils pratiques, justement, au-delà de ces regroupements, pour une école comme les Ponts, au sein bientôt de l'IPP, pour à la fois concilier ces deux choses, hein, ce sujet de l'inclusion et puis ce sujet d'une croissance un peu accélérée qui demande des moyens en plus. Oui, j'ai entendu que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un objectif d'augmenter la taille des promotions. Vous avez compris que j'y suis totalement favorable. Totalement favorable. Et ça ne veut pas dire les gonfler excessivement. Il y a une taille optimale à trouver, mais je suis pour ce type de changement. Je le suis pour toutes les écoles d'ingénieurs et au fond pour toutes les formations élitistes en France. Et alors ça touche aussi alors l'autre question, celle de la fondation, de l'augmentation de la diversité dans ces écoles, de l'augmentation de la parité dans ces écoles, bien sûr, auxquelles je suis également tout à fait favorable. Et je crois que là, bon, bien sûr, la Fondation a joué un rôle dans cette perspective. Alors là aussi, que vous dire de ma propre expérience ? Étant passé longtemps par les États-Unis, je crois que je vous l'ai dit quand vous êtes venu me voir, je suis désolé, mais je vais le faire aussitôt. Je n'ai jamais donné de financement à la Fondation des Ponts. Oui, mais vous l'avez remarqué. On avait déjà un deal pour que ça soit réparé. Oui. Mais j'ai toujours donné de l'argent à la Fondation de l'École Polytechnique. Depuis le début, quand elle a commencé. Et je l'ai fait parce que, à l'époque, j'étais professeur dans une université américaine. Et que, évidemment, les universités américaines, elles fonctionnent avec les dons des alumni. Donc, de manière assez naturelle, je l'ai fait quand on m'a demandé de l'argent. D'ailleurs, il y avait un groupe de polytechniciens à New York, à l'époque. Et puis après quelques années, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de retours. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qui était véritablement fait avec ce financement. Et là aussi, c'était lorsqu'on donne dans les universités américaines, on est submergé de bulletins qu'on reçoit tous les... Enfin, il y en a même un peu trop. Il y en a même un peu trop qui vous disent exactement ce qu'on a fait avec votre argent, qui vous réclament. Enfin, il y a des newsletters, la sollicitation est permanente, mais avec un constant feedback sur les faits. Et
après un certain temps, j'avais cessé de donner à la Fondation Lix parce qu'il n'y avait pas assez de feedback. Et puis alors, quand ils ont recommencé avec des campagnes, il y a peut-être une dizaine ou une douzaine d'années, il y a eu quelques grandes campagnes. Et alors, à ce moment-là, j'ai recommencé à donner régulièrement. Et alors, l'an dernier, il y a eu une campagne qui était pour les 50 ans de ma promotion à l'école, où j'ai accepté d'être l'un des... Je ne sais pas, qu'on était 6 ou 8 parrains de la campagne pour les 50 ans de la promotion. Et l'argent est en effet consacré à la diversité du recrutement de l'école, hein, et notamment au soutien avant le concours. Hein. C'est ça que nous cherchons à promouvoir, c'est la diversité du recrutement à travers l'aide à la préparation antérieure au concours. Et bon, c'est un objectif assez évident pour une fondation que de contribuer à la diversité, me semble-t-il, de cette manière. Bon, alors j'ai été très sensible à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'aide aux étudiants qui viennent de pays où la situation est politiquement difficile. Hein. Au Collège de France, nous avons un programme tout à fait comparable qui s'appelle PAUSE, enfin qui fait venir des chercheurs et des universitaires qui, eux, sont déjà à un stade plus élevé de leur carrière, mais nous avons le même programme qui marche très bien et malheureusement, eh bien, le nombre des pays qu'il s'agit d'inclure dans ce programme ne fait que s'accroître. Et j'ai été sensible à ce que nous avons entendu tout à l'heure, puisque vous avez parlé d'un lauréat qui venait de l'Afghanistan, me semble-t-il. Entre mes études polytechniques et au Pont des Chaussées, j'ai été passé l'été en Afghanistan. L'Afghanistan, dans les années 1970, c'était le plus beau des pays du monde, où je suis allé partout, sur des routes qui sont absolument impraticables, puisque maintenant, depuis 20 ans, elles sont trop dangereuses. J'ai vu des trésors qui ont été détruits, hein, comme les Bouddhas de Bamiyan, et je suis donc particulièrement sensible à des programmes de cette nature, tels que celui que vous avez. J'étais content d'entendre ce lauréat de l'Afghanistan. Oui, donc je suis à fond pour que tous les anciens de ces élèves, de ces écoles, tous ces anciens élèves contribuent à la diversité du recrutement dans ces écoles. Je vous l'ai dit, j'ai un arrière-grand-père, fils de laboureur, qui est entré à Polytechnique. C'était faisable en 1870. C'est sans doute plus difficile aujourd'hui. Hein. Oui, c'est même impossible. Comment ? C'est même impossible, je pense. C'est même probablement impossible. Je peux vous dire comment il a fait, parce que je ne m'y suis intéressé qu'il y a 3 mois, quelques mois. Parce que je venais d'écrire un livre sur Proust et je savais tout de l'arrière-grand-père de Proust, et je ne savais même pas le prénom de mon arrière-grand-père. Je me suis dit que c'était ridicule, donc j'ai fait une petite enquête et compris comment un fils de laboureur entrait à Polytechnique à cette époque. Mais je disais, je suis allé il y a quelques semaines parler aux élèves à Polytechnique, et je leur ai dit que chacun d'eux devrait avoir derrière la tête l'idée de rembourser ses études, puisqu'on est payé dans cette école, conserver comme idée derrière la tête de rembourser ses études pour la diversité. Et sans doute pas tout de suite, sans doute pas immédiatement au sortir de l'école, mais un moment dans sa vie, penser que ce que l'on a fait, ce que l'on a réussi, on le doit à cette formation. On le doit à cette formation. Je ne dis pas que je suis rentré au Collège de France et à l'Académie française parce que j'étais ingénieur des ponts et chaussées, mais probablement que ça a tout de même aidé.
même si c'était dans une discipline complètement différente. Vous m'avez demandé l'autre jour s'il y avait déjà eu des ingénieurs des ponts et chaussées à l'Académie française. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait cette... Je crois qu'on en avait trouvé un, mais... Vous en avez trouvé un? Je ne sais plus lequel. Moi, je ne sais pas s'il y en a déjà eu. Ce que je sais, c'est que le fauteuil dans lequel j'ai été élu, deux étapes avant moi, il y avait justement Louis Le Prince-Ringuet, physicien que j'ai encore rencontré, parce que quand je suis arrivé à l'école polytechnique, il ne faisait plus le grand cours de physique, qui était fait par Bernard Grégory, qui venait du CERN et qui ensuite a été le directeur du CNRS et qui malheureusement est mort prématurément, qui était un grand physicien. Mais le Prince Ringuet venait encore, rôdait encore dans les laboratoires, on le voyait. Donc je serais dans le même fauteuil que le Prince Ringuet. Et avant, 2 crans avant, il y avait Joffre, autre polytechnicien. Donc, bon, ça va s'inscrire dans cette tradition. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, le dernier étant Valéry Giscard d'Estaing. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, ou une Première ministre, faudrait-il dire, plutôt, je ne sais pas ce que l'Académie française tranchera, qui est ingénieur des ponts et chaussées. On la connaît bien, oui. Et c'est très bien de ne pas avoir un énarque ou une énarque dans cette fonction. Là aussi, on approuve. On approuve. Je dois dire que ça me donne un certain plaisir d'avoir un Premier ministre féminin et qui soit ingénieur des ponts et chaussées. C'est sympathique. Alors, on va bavarder, on va peut-être laisser quand même un peu d'espace pour les questions de la salle. Alors, est-ce qu'il y en a? Je vais me déplacer. Si vous donnez votre... voilà. Oui, Antoine, tu as parlé des... Bon, oui, on se connaît, je ne te reconnaissais pas avec ton masque. Oui, je suis le seul à... On est de la même promo. Oui. Oui, tu as... Bon, parlé des États-Unis, bon, on regarde toujours les États-Unis, hein, on se compare toujours, et on regarde un peu moins nos voisins d'Europe, on les connaît beaucoup moins bien que les Américains. Si on essaye de faire un bilan pragmatique des résultats des systèmes comparés, bon, indépendamment des problèmes de taille qui sont aussi liés à la taille des pays, sur le plan entrepreneuriat, recherche, puis la qualité des hommes qui sont formés, est-ce que tu peux faire un comparatif du résultat? Parce que bon, c'est prestigieux les États-Unis, mais in fine, bon, on sait qu'ils sont très bons en recherche, on sait certaines choses. Mais... Oui, on sait que la position de la France, du point de vue de la recherche, n'est pas au top en ce moment. Et qu'elle n'est pas sur une pente ascendante. Et bon, la plupart de mes collègues du Collège de France se sont prononcés à différentes reprises ces dernières années, que ce soit Serge Haroche, prix Nobel de physique, que ce soit Pierre-Louis Lyons, médaille fils de mathématiques et le fils de notre professeur. Nous avions son père à l'école polytechnique. Tous sont assez inquiets sur l'état du financement de la recherche en France aujourd'hui. Alors, la formation dans les écoles d'ingénieurs, oui, elle reste de grande qualité. On peut être plus inquiet du point de vue du fer de lance de la recherche en France. Et je dirais à peu près quelles que soient les disciplines. Peut-être moins les mathématiques, mais en tout cas la biologie, en tout cas la physique. Et je crois que c'est en partie une question de financement, mais il y a beaucoup de gens justement qui
qui partent à l'étranger, qui partent en Allemagne, où ils obtiennent souvent de meilleurs moyens, grâce au Max Planck Institute, ou qui partent dans d'autres pays et qui ne reviennent pas. Je mentionnais le grand nombre d'économistes mathématiciens dans toutes les universités américaines aujourd'hui. Alors certains reviennent. On a fait revenir Philippe Aghion, qui est revenu au Collège de France. On est en train de faire revenir au Collège de France, excusez-moi, c'est une question d'âge, j'oublie les noms, l'autre prix Nobel, la jeune femme, Esther Duflo. Esther Duflo, on l'a fait revenir elle aussi. Donc on fait un gros effort, mais à chaque fois, ça suppose des montages financiers qui sont extrêmement coûteux, extrêmement compliqués pour trouver un financement qui... C'est pas avec l'argent du budget du Collège de France qu'on peut faire revenir Philippe Aghion ou Esther Duflo à Paris. Il faut absolument trouver un montage financier par l'aide de fondations, par l'aide d'autres ressources pour essayer de faire revenir ces chercheurs de très haut niveau. Surtout une recherche qui est essentiellement payée par le public, qui n'a plus les moyens et qui les réduit. Enfin, on le voit bien dans le budget de l'école des Ponts. La subvention publique, c'est moins de 3% tous les ans, de façon systématique. Donc ça, c'est évident que les entreprises et les fondations sont le relais, mais si on ne donne pas suffisamment ce qu'on a reçu, on ne redonne pas suffisamment ce qu'on a reçu. Même quand on n'a pas été payé, on peut redonner. On a eu un coût de formation pour la société qui est quand même élevé entre les prépas et les écoles. Et donc remboursé. D'ailleurs, il y a des projets. Alors, le bâtiment à Saclay, c'est un premier projet. Je fais un appel là tout de suite. On a une boîte à la sortie pour les chèques, comme on fait aux États-Unis. Non, je plaisante, mais c'est un vrai sujet. Ça va être une opportunité justement de relancer la fondation là-dessus. Mais est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, j'en poserai une un peu plus... Vas-y, Pierre. Il va entendre quelque chose sur Proust. Oui. Je sais que vous allez parler de ça, mais c'était très intéressant. Mais j'aimerais bien entendre quelques mots sur Proust, qui est votre... Une question sur Proust. J'ai pas une question, c'est qu'est-ce que vous diriez d'essentiel sur Proust en quelques secondes? Non, alors, je vais reformuler la question. Proust, oui. Pourquoi cet amour pour Proust? Voilà. Pourquoi cet amour pour Proust? Voilà. Eh bien, justement, il y a quelques jours, j'ai fait une conférence, c'était samedi, à vrai dire, où j'ai parlé de ma première lecture de Proust. J'ai lu le premier volume de La Recherche du temps perdu du côté de chez Swann durant mon année de Matélème. Donc j'avais 16 ans et j'ai été tout de suite passionné, tout de suite pris. Je me suis tout de suite. Enfin, c'est un livre difficile à lire. Il faut pas. Proust n'est pas facile. Proust n'est pas facile. Quand on commence un roman comme La Recherche du temps perdu, comme du côté de chez Swann, il faut bien prévenir tous les futurs lecteurs qu'ils sont d'abord perdus. On est d'abord désorienté. On ne s'y retrouve pas. Et si vous vous souvenez des premières pages, c'est un réveil en pleine nuit d'un héros, d'un narrateur qui lui-même est perdu. Il se réveille, il ne sait pas où il est, dans quelle chambre de sa vie, et il énumère toutes les chambres où il a pu passer sa vie, et il s'interroge sur ce moment de réveil où on ne retrouve plus son identité. Ce court moment du réveil où on ne sait plus où on est et qui on est, avant d'habiter de nouveau son corps et ses vêtements. Mais quand j'ai lu le premier volume, j'ai traversé ce moment
Lire un livre, c'est toujours un peu découvrir un territoire inconnu, un pays inconnu. Je comprends bien qu'il y a des gens qui ont peur de lire parce que un livre, si c'est un bon livre, eh bien, il y a ce sentiment de désorientation au départ et d'égarement. Évidemment, si c'est toujours le même livre, si on lit des livres qui sont toujours les mêmes, parce qu'ils reproduisent les mêmes schémas bon marché, ben, on n'aura jamais ce sentiment de désorientation. Mais ce sentiment de désorientation, c'est ce qui fait la grandeur de la littérature. Donc, oui, j'ai lu du côté de chez Swann quand j'étais en Math-LM. Donc, j'étais déjà un lecteur. Et j'ai ensuite lu l'ensemble de la recherche du temps perdu dans l'été qui a suivi. Parce que, donc, c'était l'été 67. Oui, c'est ça, l'été 67. Et je l'ai lu tout simplement parce que ça venait d'être disponible en collection de poche. Ma génération, enfin celle d'un certain nombre qui sont ici, c'est la génération de la démocratisation de l'école. C'est la génération de la démocratisation de la lecture. C'est le livre de poche. Donc on pouvait avoir accès à beaucoup de choses auxquelles nos prédécesseurs n'avaient pas accès. Et voilà, donc j'ai lu Proust, ça m'a plu, mais ensuite j'ai fait des études qui m'ont pas laissé tellement le temps de prolonger la lecture de Proust, et j'ai retrouvé Proust pas mal plus tard, lorsque j'ai fait l'édition, puisque j'ai participé à l'édition de la recherche du temps perdu dans les années 1980, donc c'était 20 ans, oui 15-20 ans plus tard, lorsqu'il y a eu... C'est le moment où Proust est entré dans le domaine public. Et donc Gallimard, qui avait la collection de la Pléiade, voulait une nouvelle édition de la Pléiade pour conserver la meilleure édition. Donc j'ai travaillé à établir cette édition, et là, de fait, je suis devenu un spécialiste de Proust, puisque j'allais tous les jours à la Bibliothèque nationale travailler sur les manuscrits. C'était un très mauvais moment, parce que j'ai fait ça juste avant l'invention du micro-ordinateur. Pendant des années, j'allais tous les jours à la Bibliothèque nationale à recopier au crayon, à papier, des manuscrits de Proust. Je rentrais chez moi, je les dactylographiais. 3 ans plus tard, j'avais un micro-ordinateur. Et j'aurais pu faire ça 3 fois plus vite. Je dis j'aurais pu. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de prise au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Donc j'aurais été bloqué par la durée des batteries, ce qui nous mène à la recherche sur les batteries et à l'importance de cette recherche. Mais l'arrivée de l'informatique, on ne peut pas négliger que pour les gens... L'arrivée de la... Je vous ai dit, au Pont, j'avais fait beaucoup d'informatique, mais c'était au sous-sol de l'école, rue des Saints-Pères, au sous-sol et sur des gros ordinateurs. L'arrivée de la micro-informatique a à peu près coïncidé avec le moment où je suis parti aux États-Unis, et ça a été un énorme changement pour la recherche dans toutes les disciplines, y compris les disciplines littéraires. Ça a augmenté notre productivité de manière considérable. On dit parfois que l'un des domaines où il n'y a pas de gain de productivité, c'est l'enseignement. C'est ça qui rend l'enseignement de plus en plus coûteux. L'enseignement est l'un des rares domaines où il n'y a pas de gain de productivité. Il faut rappeler ça parce que c'est quelque chose de dramatique. Il faut autant de temps aujourd'hui pour apprendre à un enfant à lire que chez les Grecs. Autant de temps aujourd'hui pour apprendre à un enfant à compter qu'au Moyen-Âge. Et donc, ça veut dire que l'éducation est de plus en plus coûteuse. Ce qui est un drame, même à l'école des Ponts et Chaussées.
hein, le fait qu'il n'y ait pas de gain de productivité dans l'enseignement. Pendant longtemps, j'ai été au Haut Conseil de l'éducation. Et donc, j'ai eu à défendre les programmes. Enfin, et j'étais, je trouvais un petit peu désastreux les sommes qui étaient consacrées à l'équipement informatique, les classes numériques dans les collèges, alors que ce qu'il importait de donner, c'était plus de professeurs, et non pas des classes équipées où Non, mais les professeurs, c'est des ETP, et le budget voilà. de l'État n'aime pas ça. Voilà. Les énarques budgétaires détestent alors, les ETP. Alors que je visitais des collèges dans la banlieue parisienne où il y avait des pièces, où il y avait des stocks d'ordinateurs payés par les conseils généraux qu'on n'installait même pas parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais c'était pas ça qui aurait amélioré les scores des petits Français, des petites Françaises aux évaluations PISA, où, pour notre malheur, la France ne fait pas de grands progrès. Donc ça, c'est aussi... C'est peut-être pas représentatif, là, c'est vraiment plus... C'est pas représentatif, Toi, t'es un tantinet à l'heure aujourd'hui. Sauf que maintenant, on commence à avoir une assez longue durée pour voir... Il faut voir ce que c'est, hein, c'est les QCM... Oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça vaut? Alors, on va pas rentrer dans ce débat-là tout de suite, parce qu'on va devoir conclure. On a quand même maintenant une assez longue durée des résultats de la France au test PISA pour voir que ça ne s'améliore pas. C'est vrai qu'il faut savoir faire les robinets. Alors, si on retient bien, il nous faut à la fois des ingénieurs multidisciplinaires, d'ailleurs qui sont un peu littéraires, ce serait pas mal. Non, parce que nous, on essaie quand même de répondre à un défi majeur qui est la transformation de notre économie bas carbone, mais aussi inclusive. Donc, finalement, il nous faut un peu des hommes orchestres, des couteaux suisses. Oui, et des femmes. Oui. Vous Alors avez... moi, je suis un peu vieille France. Quand je dis des hommes orchestres, c'est aussi des femmes. Des hommes et des femmes. Orchestre. Couteau suisse. Alors, est-ce que le bon couteau suisse, c'est Antoine Compagnon version 2022? Ah, non, absolument pas. Absolument pas. Mais vous avez compris que, en effet, je suis très hostile à la séparation des deux cultures. The two cultures, article fondamental, culture scientifique et culture littéraire. Je crois que les deux cultures sont un plus, que c'est gagnant-gagnant d'avoir un peu de formation humaine et littéraire pour tout ingénieur. Je pense qu'un ingénieur réussit mieux s'il est un lecteur. Pour le dire simplement, c'est ça. Je pense que ceux qui passent par les classes préparatoires ont la grande chance de conserver une formation un peu généraliste, indispensable pour s'adapter. Et puis je pense aussi que un peu plus de culture scientifique ferait le plus grand bien, par exemple, à nos hommes et nos femmes politiques. Je pense qu'un peu plus de culture scientifique ferait un grand bien dans le pays. C'est pour ça que Sophie monte le programme culture scientifique pour le nouvel ENA. Oui. Et donc, je suis très hostile à la séparation des deux cultures. Et en même temps, est-ce qu'il faut être un couteau suisse? Comme je disais, bon, peut-être qu'on se fait des illusions, mais j'ai l'impression d'avoir eu, moi, beaucoup de chance du moment auquel je suis arrivé. Comme je disais, je crois que j'appartiens à une génération qui a eu le meilleur de la formation traditionnelle. Le meilleur de la formation physique, livresque. Je crois que j'ai reçu une
très bonne éducation en classe préparatoire, à l'X, au Pont, et que ensuite, quand on est entré dans le monde numérique, j'en ai totalement profité. J'en ai totalement profité parce que j'avais la formation préalable qui permettait de tirer le meilleur profit des deux mondes. Et je ne sais pas s'il en sera de même de ceux qu'on appelle les natifs du numérique, qui n'ont pas la formation physique que nous avons eue et que nous avons bénéficié. Bon, alors je demande à voir. Et je ne suis pas du tout pessimiste. On va prendre quelques jeunes au cocktail là, pour les interviewer. Il nous en reste. Mais par exemple, pourront-ils encore lire les longues phrases de Proust? Peut-être s'ils ont fait de l'allemand et qu'ils ont lu Kant, mais parce à part ça... Entre la taille des tweets et la taille des phrases de Proust, il y a... C'est sans commune mesure. Et c'est pas les tweets qui apprendront à lire Proust. C'est vrai. Sur cette belle citation, on va vous remercier vraiment chaleureusement. Merci. Merci messieurs, merci à tous. Alors, il est temps de conclure cette soirée des ponts 2022. Merci surtout et aussi à Camille Laborie, déléguée générale des Ponts Alumni, et à Guillaume Monassi, responsable du développement de la Fondation des Ponts, qui ont construit pas à pas cet événement. Ils sont là, vous pouvez les remercier, les applaudir. C'est important de rappeler aussi... Elle s'est levée un peu. C'est important de rappeler que vous pouvez aussi contribuer, on l'a rappelé, au rayonnement de la communauté des ponts. Rendez-vous dès que possible, dès maintenant, si vous le voulez, vous avez des smartphones, sur le site de la Fondation, www.fondationdesponts.fr. Merci à BCG France pour son accueil. Merci à tous d'avoir partagé ce bel événement avec nous. On vous souhaite une très belle fin de soirée et on vous retrouve pour un moment convivial sur la terrasse. Bonne soirée à vous tous. Merci de votre présence.